Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce débat sur la grande mutation des métiers que je suis vraiment très enchanté, ravi d'animer. Et je remercie encore Aurore et Guy de m'avoir fait confiance. Je suis ravi, je suis un tout petit peu impressionné aussi, parce qu'après avoir passé tant d'années dans le public comme vous tous, me voilà en charge de l'animation, c'est une grande première, avec un panel avec lequel on va parler donc, de cette grande mutation des métiers. Donc le thème général de CHAM cette année, c'est repenser les métiers de la santé. Et donc là, on va s'intéresser à l'évolution des métiers existants. Donc on ne parlera pas des métiers qui n'existent pas, mais plutôt des métiers qui existent, d'où la présence des 6 intervenants aujourd'hui. On va s'interroger sur ce qui fait que ces métiers, les métiers d'aujourd'hui, sont poussés à bouger. Donc quels sont les facteurs de ces mutations, essayer de les comprendre, de les analyser, de voir aussi les impacts que ça a, profession par profession et profession entre elles. Et on s'interrogera aussi sur la question de l'accompagnement de ces mutations, puisque qui dit mutation dit bouleversement, et les bouleversements doivent s'accompagner, notamment quand il s'agit de ressources humaines. Alors, on va commencer sans plus tarder par une question rapide que je vais poser à chacun d'entre vous, et j'attends une réponse assez rapide, sur me dire dans un premier temps quelles sont les principales mutations, les mutations qui vous semblent les plus fortes que vous pouvez constater dans les différents métiers que vous représentez dans le champ de la santé. Karine Wolftal, on commence par vous, donc pour les pharmaciens. Eh bien, merci. En effet, donc j'inaugure la discussion. Donc évidemment, beaucoup d'évolutions pour tous les métiers de la pharmacie. Et j'insiste quand je dis tous, c'est les métiers à la fois de l'industrie, de la distribution, les métiers à l'hôpital, les métiers à l'officine et la biologie médicale. Donc c'est vraiment toute la chaîne des pharmaciens qui évolue. Et pourquoi ? Bien parce que, comme vous l'avez dit, la société évolue, les besoins en santé évoluent. Et donc les pharmaciens, sachant s'adapter, eh bien, ils s'adaptent et ils évoluent aussi. Alors, on a fait déjà allusion à quelques évolutions, notamment dans le monde de l'industrie, en termes de recherche, en termes d'innovation, grâce à l'IA, mais pas que. La distribution, on a parlé, j'ai entendu Amazon, j'ai entendu l'hôpital, mais la distribution pharmaceutique aussi s'adapte aux enjeux, et on y reviendra, j'espère, les enjeux de pénurie de médicaments. L'hôpital, beaucoup d'évolutions sur la pharmacie clinique, les thérapies innovantes, ciblées, qui sont mises en place grâce à nos pharmaciens hospitaliers. La biologie médicale, bien évidemment, qui vit aussi des profondes mutations avec un accroissement sur la prévention. Et puis l'officine, je me permets de terminer parce que c'est mon métier aussi. Donc l'officine, évidemment, a marqué un grand virage ces dernières années, notamment autour de la prévention, qui est un sujet évidemment majeur de santé publique. La prévention, le virage, il a été pris avec la vaccination il y a quelques années, quand les pharmaciens se sont investis dans la vaccination pour améliorer la couverture vaccinale dans notre pays, qui est dans le pays de Pasteur, comme on dit souvent, était quand même très en deçà des préconisations. Donc la vaccination, puis les dépistages, le premier recours, bien sûr, dans un contexte d'accès aux soins difficile, avec encore une fois une augmentation des besoins. Donc les pharmaciens se sont investis dans le premier recours, dans la prévention, continuent à le faire et sont notamment aussi aujourd'hui, depuis très récemment, même sur la prescription de certains médicaments. On va avoir l'occasion de reparler un peu de ça. Franck de Mulder, sur l'évolution pour les médecins, donc les grands facteurs de mutation, encore une fois de manière synthétique, pour qu'on puisse après avoir le temps de les approfondir un peu. Oui, merci Jean-Philippe. On les connaît, on sait qu'aujourd'hui, l'accès aux soins est devenu un problème de société, que la santé est devenue en quelques années la deuxième préoccupation de nos concitoyens. Et il y a quelques facteurs, il y a quelques mutations, on les connaît et elles vont nous permettre d'agir. J'en dénombrerai 4, je ne suis pas le premier à le dire. Les mutations épidémiologiques, c'est-à-dire cette médecine de l'immédiateté, de l'urgence, qui peu à peu se transforme en une médecine de la pathologie chronique, 300 à 400 000 ALD de plus chaque année, et ça va durer. La mutation démographique, ce que Agnès Buzyn, qui sera parmi nous aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, appelle l'effet falaise. On n'a pas remplacé finalement la problématique des baby-boomers, on n'a pas remplacé le nombre de médecins qui partaient, et on se retrouve aujourd'hui face à des difficultés qui sont croissantes et qui ne concernent pas d'ailleurs que le métier de médecin, mais de nombreux métiers dans la santé, on le sait, en pharmacie, on le sait dans les autres professions de santé, toutes. Des mutations professionnelles qui touchent l'ensemble de notre société, avec des générations nouvelles,
jeunes, nos enfants, mes propres enfants, tout le monde, qui aspire à une vie différente, qui aspire à un meilleur équilibre. Et puis finalement, c'est salutaire, autant être soigné par un médecin qui n'est pas complètement au bord du burn-out. Et puis enfin, ce mystère, on en parlait à la première table ronde, de cette mutation numérique, de ce rôle de l'IA, il est difficile de prévoir l'avenir et d'imaginer comment et à quel point ça va impacter, mais dès aujourd'hui, ça impacte nos organisations. Et moi, j'y vois un aspect positif, parce que je pense que ça va redonner du temps soignant. Donc, ces mutations, on doit les comprendre et enfin agir. Voilà, elles doivent nous permettre d'agir. On va essayer de trouver des pistes. Emmanuel Hardy, donc, vous représentez les infirmiers de pratique avancée. C'est une sorte de mutation déjà du métier d'infirmier? Tout à fait, oui, c'est une évolution de la profession socle. Nous, on voit 3 points importants dans l'évolution. Premièrement, les textes régissant l'exercice qui doivent être modifiés. Le législateur s'est prononcé le 19 mai 2023 par l'intermédiaire de la loi RIST. Et nous sommes toujours en attente des textes d'application qui pourront permettre de mieux répondre aux besoins populationnels. Ensuite, modifier les mentions actuelles des IPA qui ont été calquées sur des spécialités médicales. Et nous souhaiterions à ce qu'elles soient plus populationnelles. Par exemple, soins primaires, soins aux adultes qui seraient 2e, 3e recours. Psychiatrie, santé mentale parce que c'est un parcours spécifique, et soins aux enfants, parce que les enfants sont en souffrance avec une mortalité infantile qui progresse en France, plus que dans les autres pays de l'OCDE. Et enfin, revoir le modèle économique qui n'est pas adapté. Le premier avenant, on était à 700 € net mensuel de salaire. Le nouvel avenant, l'avenant 9, au tout départ, on était à 900, et là, les toutes dernières stats que j'ai, on est à 1500. C'est les stats de la CNAM. Donc ça ne correspond pas à un niveau Bac+5. Donc des mutations qui sont liées à des besoins populationnels et un accompagnement qui pourrait être notamment tarifaire. Olivier Vire, sur les anapathes qui ont été quand même, qui ont connu des évolutions de leur métier et le recours numérique qui a pu modifier. Donc tout à fait. Donc l'anatomopathologiste, il est au centre du diagnostic, puisque c'est lui qui va faire le diagnostic des maladies, notamment du cancer. Alors il est spécialiste de l'image, il est spécialiste aussi des tests moléculaires, il est moléculariste, et maintenant il est accompagné par les algorithmes d'intelligence artificielle grâce à la transformation numérique qu'on développera si j'en ai la possibilité. Oui, mais très bien. Et Élise Herbib, vous êtes un peu celui par qui les mutations peuvent arriver, puisque vous développez des solutions numériques. Donc, comment vous voyez aussi ces mutations du métier de médecin particulièrement? Pour moi, la mutation principale, elle sera axée, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, sur l'IA, c'est sans beaucoup d'originalité, et sur la capacité qu'aura l'IA à libérer du temps pour les médecins, pour les soignants, pour pouvoir communiquer plus facilement, pour pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et diminuer la charge de toute la partie administrative, de toute la partie diagnostique qui peut être un peu automatisée, industrialisée par l'IA. Okay, très bien, merci. Et Charles, enfin, vous pour l'industrie pharmaceutique, donc les grandes mutations. Ce que je voudrais repartir du patient et de ce qu'a mentionné Franck sur cette falaise démographique, mais qui n'est pas une spécificité française, c'est une réalité mondiale qui fait qu'on doit vraiment trouver des solutions. Et la très bonne nouvelle, c'est que l'IA, c'est un vrai moteur d'innovation, ça permet de développer des médicaments plus rapidement et des vaccins, ça permet d'accélérer la production, ça permet de trouver des solutions pour les professionnels de santé, comme vous venez de dire, et pour les patients. Donc je pense que c'est pour moi un grand espoir de capacité pour nous aider à gérer cette falaise démographique et les défis pour notre système de santé. Je voudrais juste avoir un mot, c'est qu'il faut oser. Tout à l'heure, on a parlé de Neuralink. Elon Musk, voilà, je n'ai pas de Tesla. La même chose a été faite il y a près de 10 ans à Grenoble avec 7 patients. La différence, c'est que là où les Américains sont capables de mobiliser des milliards d'euros, nous, on arrive difficilement à mobiliser quelques millions d'euros. Il y a le rapport Draghi, vous avez tous lu, etc. Donc, je pense qu'il faut oser à la fois dans la taille de l'effort, ou en tout cas de la direction qu'on prend sur l'utilisation de ces nouvelles technologies, et oser aussi à dépasser les barrières. Tout à l'heure, je crois que c'était Maya Noël qui le mentionnait, ces fameuses difficultés administratives, etc. On ne s'en sortira pas, on ne pourra pas maximiser l'utilisation de ces innovations, de ces mutations, si on raisonne métier par métier, chacun dans sa ligne de nage. Il faut aller au-delà. Décloisonnement. Très bien. Alors, on voit qu'il y a un peu deux grands thèmes. Un thème sur le numérique, l'intelligence artificielle, et puis un thème sur les besoins des patients, les besoins populationnels, les besoins. On ne peut pas soigner les gens de la même manière que ce qu'on les soignait avant. Donc, on va
on va répartir notre temps de cette manière-là. Donc on va commencer par justement ces impacts des transformations numériques. Donc l'intérêt, c'est qu'on ait vraiment des exemples concrets et que vous puissiez nous dire les impacts que ça a vraiment sur les métiers, comment ça les fait changer et comment c'est perçu. Parce qu'une mutation, c'est aussi un bouleversement pour les métiers. Et donc ça peut susciter de la réaction, ça peut susciter un certain nombre de difficultés et qui après nous permettront de travailler sur les accompagnements. Alors, pour commencer, donc on reprend avec vous, Olivier, donc sur les ANAPAD, parce que c'est quand même une profession qui a connu cette mutation qui est encore en cours, mais voilà, de l'arrivée d'outils nouveaux qui faisaient une partie de leur métier, peut-être pour faire simple, et il a fallu travailler avec, et donc apprendre à travailler différemment. Voilà, donc en fait, c'est la mise sur le marché des scanners haut débit qui nous permettent de numériser nos images microscopiques traditionnelles et de les interpréter sur écran. Alors, la numérisation en elle-même, elle facilite les échanges, l'expertise, le travail à distance, mais moi je voudrais insister sur le fait qu'elle est le primum movens de l'implémentation des algorithmes dans la pratique quotidienne, et ces algorithmes arrivent dans tous les secteurs de notre spécialité. On les trouve au niveau du dépistage, notamment dans le cancer du col utérin. On les utilise en routine. Déjà, ce n'est pas du futur, c'est déjà des utilisations. Dans le dépistage du cancer du col utérin, eh bien, les algorithmes vont nous permettre de sélectionner des cellules d'intérêt au milieu de milliers de cellules. Donc, gain de temps, amélioration de la précision et meilleur diagnostic. Ensuite, au niveau du processus tumorant en elle-même, eh bien, sur n'importe quelle tumeur, les algorithmes vont être capables de nous cibler les zones tumorales et même d'en préciser le type, avec donc une amélioration de la précision, et c'est extrêmement important. Ensuite, les algorithmes à visée de quantification, à visée de pronostic. On sait que parfois, on nous demande de quantifier, nous, en tant qu'anapathe, à 1% près, sachant qu'à 1% près, bien, il va y avoir chimiothérapie, pas de chimiothérapie. L'œil humain, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, les algorithmes, par contre, vont être capables d'être beaucoup plus performants que nous. Donc, dans tous ces cas-là, eh bien, il va y avoir un contrôle par le médecin, c'est lui qui aura in fine la possibilité par son compte-rendu de faire son diagnostic dans la responsabilité. Dont on parlait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Par contre, alors maintenant, il y a deux types d'intelligence artificielle qui arrivent et qui marchent très bien. C'est l'intelligence artificielle prédictive. Alors, prédictive du statut génomique des tumeurs. Et actuellement, on se rend compte on approche les résultats des tests moléculaires. L'intérêt, là aussi, c'est pour un coût beaucoup moins important, ça permettra de faire un tri. Les tests moléculaires resteront les standards, mais on peut avoir des économies en coûts de santé très, très importants. Et ensuite, il y a la médecine prédictive de l'évolution de la maladie, notamment de l'évolution du cancer, qui va permettre de d'apprécier le pourcentage de chances d'évolution défavorable, récidive, métastase, ce qui permet là aussi de cibler un peu mieux les traitements à venir. Et c'est professionnel augmenté ou concurrencé dans ces cas-là? Pardon? C'est un professionnel qui est augmenté. Alors voilà, donc concurrencé. je crois qu'on peut parler de pathologiste augmenté. D'accord. Et c'est vraiment replacer le médecin sur la chaîne de valeur, lui libérer du temps, de la réflexion et surtout de le mettre à l'endroit important. C'est là où il apporte sa valeur ajoutée, c'est dans l'expertise, dans les cas difficiles. Élie, donc justement sur les solutions que vous apportez, c'est pareil, donc ça vient aider les médecins. Comment ça fait évoluer le métier, comment c'est compris et intégré dans les pratiques? Pour revenir, du coup, comment c'était perçu initialement, c'était comme tout bouleversement il y a quelques années, l'arrivée de l'IA dans le domaine de la médecine et de la radiologie en particulier était perçue comme une aide pas forcément nécessaire initialement. Et puis maintenant, on se rend compte qu'en France en particulier, et pour revenir sur ce que vous disiez par rapport aux États-Unis, on a vraiment notre carte à jouer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a l'immense majorité des médecins en France qui se familiarisent avec l'IA, que ce soit radiologue, anatomopathologistes ou autres. Et on a de très très belles boîtes qui sortent, que ce soit en IA générative, pas forcément appliquée à la médecine en particulier, mais ça pourra y venir, que dans les domaines spécifiques de l'IA, en radiologie, en anatomopathologie. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'on a vraiment en France notre carte à jouer pour concurrencer avec les États-Unis. Maintenant, comment ça s'applique en pratique? Ça fonctionne de manière assez similaire radio et anatomopathologie, c'est qu'on va pouvoir développer des outils qui vont être capables d'analyser une très grande quantité d'images, parce qu'aujourd'hui on est face à une pénurie de médecins, une augmentation du nombre de patients, et donc répondre à un besoin d'égalité, aussi égalité territoriale, pour pouvoir aider là-dessus. Et ensuite, il y a le deuxième versant, moi je pense qu'on n'y est pas encore arrivé, mais c'est la promesse possible d'améliorer, d'aller sur de la médecine
médecine préventive et d'améliorer les capacités diagnostiques des médecins. Et puis plus tard, thérapeutiques. Ouais, bien sûr. Okay. Et alors, dans votre pratique à vous, donc les exemples que vous pouvez avoir de la façon que ça a de changer complètement le métier nous, ça change dans la recherche. À tous les niveaux, de la recherche au développement à la production. Pour vous donner quelques exemples, vous savez, on a un centre ARN messager à côté de Neuville, sur Saône, à côté de Lyon, à Neuville-sur-Saône, qui est un centre mondial d'expertise. Et on a créé on a utilisé une espèce de chat GPT pour les séquences ARN messager, pour optimiser la plateforme qu'on développe pour de nouveaux vaccins. En gros, on a entraîné la machine avec 12 millions de séquences sur différentes bactéries, virus, qui nous ont permis d'augmenter par un facteur 4 à 5 l'expression de l'ARN messager dans les cellules pour les essais cliniques. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet d'accélérer le développement. On est passé probablement d'une dizaine d'années à quelques mois. Après, on le retrouve aussi dans l'exécution de la production ou du développement clinique. On utilise une AI générative qui s'appelle GenAI, qui permet d'optimiser le processus de rédaction sur la base des résultats des essais cliniques pour pouvoir aller plus vite dans la soumission aux autorités. Donc on passe de 400 pages sur quasiment un an avec un objectif de quelques semaines, en mettant effectivement un responsable clinicien beaucoup plus augmenté dans la réalisation de son travail. Et je dirais au quotidien, ce qu'on propose aux professionnels de santé, on a une application qui s'appelle Accelerare, qui est libre et gratuite pour tous les professionnels de santé, qui permet d'aider au diagnostic de 270 maladies rares. On sait qu'on a une aire de spécialité là-dedans, et je pense que c'est très important d'accompagner les professionnels de santé pour aller plus vite dans le diagnostic de ces maladies rares. Donc c'est vraiment au quotidien, à toutes les étapes. Ouais, donc on voit gain de temps, gain de fiabilité, donc les métiers, finalement, c'est une évolution positive. Alors, les pharmaciens, pour commencer peut-être par vous, comment vous voyez ça comme plutôt une mutation positive du métier avec des outils nouveaux, des enjeux C'est une mutation qu'il faut embrasser quoi qu'il arrive. Et en effet, on se dirige vers le pharmacien augmenté, puisqu'on sait bien que l'idée, c'est pas que l'intelligence artificielle remplace le pharmacien, ni que le pharmacien essaye d'empêcher l'intelligence artificielle d'arriver, puisque voilà, ça c'est des combats qui sont perdus d'avance, mais c'est bien d'arriver à un pharmacien augmenté grâce à ces outils qui sont déjà aujourd'hui, alors on a cité déjà beaucoup d'exemples, que ce soit dans l'industrie, à l'hôpital, en biologie médicale, voilà, l'intelligence artificielle fait partie aujourd'hui de nos métiers, même si pour beaucoup de pharmaciens en exercice, c'est difficile justement de s'approprier ces technologies, de bien comprendre les tenants et les aboutissants, notamment en termes d'utilisation de données, de sécurité pour le patient. Et certains sont encore un peu dans l'interrogation, non pas de l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle, mais c'est quoi les impacts? On a parlé RGPD tout à l'heure. Quelle est la responsabilité du pharmacien qui va intégrer ces outils? Donc il y a encore beaucoup de questionnements. Dans la confiance, finalement. Dans la confiance, exactement. Même si tout le monde est à peu près convaincu de ce que ça va apporter au quotidien, on l'a dit à la fois aux patients et aux professionnels de santé, mais il y a encore beaucoup de questionnements autour de la réglementation, autour de l'utilisation des données, autour de l'éthique, de la déontologie. Pour les professionnels qui sont en activité. Donc il y a indéniablement beaucoup de choses qui existent déjà, mais on pourrait aller bien loin. Et moi, en 2 secondes, je pense qu'il y a encore beaucoup de domaines où il nous manque encore l'intelligence artificielle, par manque peut-être d'interopérabilité entre nos systèmes, manque de communication. On a parlé tout à l'heure des garagistes, mais on peut parler de la restauration, qui est capable aussi d'intégrer de l'intelligence artificielle dans le calcul des denrées nécessaires jour par jour, menu par menu, en fonction de la météo, des jours de travail, des RTT, du télétravail, qui est capable de calculer au gramme près quasiment combien d'alimentation il faut et donc de faire des économies. Et nous, on n'est pas encore capable de faire ça dans la chaîne du médicament, notamment pour lutter contre les pénuries de médicaments. Donc il y a énormément de domaines où on a besoin encore de... Mutation en marche. Mutation en marche. Donc, dans les besoins, vous disiez, il y a accompagnement, déontologie et aussi pouvoir aller plus loin. Ouais. Et alors pour les médecins, Franck, comment ce temps libéré, c'est une promesse réelle? Je pense que c'est une chance, c'est vraiment une chance. Une des plaintes finalement, ou des complaintes
de nos patients, mais des soignants qu'on est tous. C'est le temps. C'est le temps consacré. Je prenais hier la navette qui m'a amené de Bellegarde à ici, elle va parler aujourd'hui, une jeune étudiante infirmière. Et on parlait de ça, et d'évolution des métiers. Et je pense que ça va libérer du temps soignant. Et c'est ça qui nous manque. Après, il y a deux aspects, finalement, je trouve, dans l'IA. Il y a l'IA technologique, vous en parliez à l'instant, finalement. Comment ne pas faire de l'anatopathologie avec ses aides, comment pas faire de la pharmacie, comment aujourd'hui, pour le gastroentérologue que je suis, ne pas réclamer à corps et à cri des logiciels d'analyse d'images. On sait que ça va détecter 15 à 30% de polypes en plus, c'est-à-dire autant de cancers en moins. Donc il y a cet impact-là évident. Et puis, c'est pareil sur la chirurgie robotique. Je pense que ça va complètement bouleverser le métier et pas remplacer le soignant. Bien au contraire. Ça va pas rendre notre métier plus facile. Je pense que ça va nous donner du temps. Et puis, il y a l'IA organisationnelle. On le voit bien dans l'évolution de nos logiciels métiers, on voit bien dans notre environnement, le temps que ça nous fait gagner avec toutes les craintes. Et je pense que la garantie humaine y répond. En Europe, même chose. Il y a son pendant aux États-Unis depuis quelques mois, sur la même chose, même garantie humaine. L'administration Biden a pris les mêmes mesures. Mais je pense que ça va nous aider, et ça nous aide au quotidien dans nos organisations. Quand on regarde un peu derrière soi et quel était notre métier il y a 15 ou 20 ans, waouh, quel progrès, et on n'est pas encore totalement dans l'IA, dans notre quotidien. Et je pense que c'est une chance. Potentialité à maximiser. Alors, je voudrais qu'on parle aussi des autres aspects, parce que là, on parle beaucoup du numérique, même si c'est un vrai sujet. Et en fait, l'autre mutation importante, c'est quand même les besoins des patients. On ne traite plus aujourd'hui un patient comme on le traitait avant. Vous disiez, il y a des maladies chroniques de plus en plus importantes. Et donc, aujourd'hui, il y a des évolutions même de thérapeutiques qui font que les métiers doivent s'adapter aussi à ces besoins. Donc, Emmanuel, je crois que c'est un peu le sujet qui fonde un peu aussi la pratique que vous représentez. Voilà, donc quelle évolution ça... Je pense que déjà, il faut regarder l'état des lieux. Et ça, il y a une très belle étude de l'adresse sur l'évaluation de santé, l'évaluation de l'état de santé de la population en septembre 2023. Et donc là, il y a à peu près toute la cartographie. Une augmentation des addictions, l'obésité infantile qui augmente, des patients polypathologiques de plus en plus jeunes. Ça, c'est une nouveauté. Des inégalités sociales et territoriales qui se creusent. Donc il va falloir qu'on ait des réponses à ce constat. Je me suis aussi intéressé au renoncement aux soins, une étude de 2021. Et donc les principaux motifs sont financiers. Après, des délais d'attente trop élevés qui entraînent du coup une lassitude et le patient ne va pas consulter, et une appréhension. Et donc pour ça, il va falloir ouvrir des portes d'entrée dans le système de santé pour le libérer au sein d'équipes de soins coordonnées pour que le soignant puisse en responsabilité réorienter le patient. Et j'ajouterais que pour pouvoir travailler comme ça, il faut qu'on puisse travailler tous ensemble aussi en confiance, et que la confiance aussi peut passer par le respect. Et j'ai vu par exemple qu'on nous comparait à des officiers de santé, à déréguler le système de santé avec une médecine à 2 vitesses. Or, la médecine, elle est déjà à plusieurs vitesses. Les patients qui peuvent payer les dépassements, les patients qui peuvent se déplacer ou non sur les lieux de consultation, les inégalités territoriales en fonction de la démographie des professions de santé en leur sein. Et donc, je pense qu'il va falloir se mettre autour d'une table, discuter vraiment besoins populationnels et arriver à transformer dans l'intérêt des personnes soignées. Et soigner, j'entends préventif, curatif, palliatif. Si je résume, il y a des besoins nouveaux. Comme on n'a pas plus de professionnels, puisqu'on a un problème démographique, il va falloir que les métiers évoluent. Et ça peut avoir des incidences sur les rapports de ces métiers entre eux. Donc c'est un partage. L'organisation des métiers. Et moi, je suis très fier que les pédicures puissent voir des patients en accès direct. Je suis très fier que les infirmiers pour les plaies puissent voir aussi et réduire les délais de consultation. Pareil pour les kinés avec certains motifs. Parce que ce n'est pas respirable pour les gens. Parfois, ils attendent plusieurs mois pour avoir un examen. C'est aussi quelque chose que vous avez connu chez les pharmaciens. Donc, vous évoquiez tout à l'heure les besoins nouveaux, la prévention, etc. Donc, il a fallu que les pharmaciens transforment leur métier pour répondre à ces besoins. Oui, bien sûr. Les besoins, effectivement, déjà en prévention, hein, on l'a évoqué, c'est quand même un axe essentiel. Et les pharmaciens d'officine, pour parler d'eux en premier, voient 4 millions de Français, tout âge confondu, par jour. Donc c'est une porte d'entrée dans la santé et dans la prévention. Mais c'est important en effet de relever ces défis de demain, parce que, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, sinon on laisse le champ aux dérives sectaires,
on laisse le champ aux pratiques non conventionnelles. Et ça, il faut absolument pouvoir l'éviter. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne trouvant pas un professionnel dont ils ont besoin, ils vont se tourner vers d'autres qui ne sont pas aussi... Et on le constate déjà. Donc c'est à nous, professionnels de santé et au système de santé et aux politiques, de mettre en place en effet un accès aux soins digne de ce nom pour les patients. D'autant qu'on va devoir affronter encore un nouveau défi, c'est le fameux virage domiciliaire, c'est-à-dire le maintien des gens à domicile, où là aussi, tous les professionnels de santé qu'on vient de citer vont avoir leur rôle à jouer, et ça ne se fera qu'autour, effectivement, d'une coordination. On a parlé d'exercices coordonnés un peu plus tôt ce matin. Ça, c'est primordial, d'arriver effectivement à voir fleurir en bonne intelligence ces exercices coordonnés pour répondre à ces besoins de demain, voire d'aujourd'hui, ou d'hier même. Donc Franck, finalement, est-ce que cette mutation du métier, c'est pas, sans remettre en cause les rôles de chacun, enfin quand même une mutation de l'organisation et des fonctions les unes par rapport aux autres et peut-être une évolution un peu des périmètres ou... Je pense qu'il y a un mot dont on parle tout le temps et on n'est pas allé jusqu'au bout, qui est le mot territoire. Et j'en parlerai dans ma conclusion parce que je pense que tout se fait sur le territoire. Je pense qu'il y a un métier dont on ne parle jamais quand on parle mutation. Ça me surprend toujours. On parle de la mutation des métiers d'infirmier, de kiné, de pharmacien. Et le médecin, vous n'avez pas l'impression que son métier change et que son métier évolue. Et évidemment, son métier change et son métier évolue. Le métier de médecin, c'est le métier de l'expert de notre santé. Les transitions épidémiologiques, c'est-à-dire les maladies chroniques qui augmentent, c'est ça. Et finalement, quand je dis, je me réjouis que la convention médicale ait été signée, et vous savez quel rôle majeur les syndicats médicaux, que je qualifierais de responsables, ont joué dans ce... C'est un point de départ. Quand on met dans la convention médicale que des mots qui sont nouveaux dans une convention de médecin, mettre qualité, mettre pertinence, mettre engagement collectif, c'est des mots qui sont nouveaux dans une convention médicale. Et moi, personnellement, président de la CSMF, j'applaudis à tout crin. Après, est-ce qu'il faut tout déréguler ? Non, mais je pense que c'est pour ça que je pense qu'il faut le faire taire. On voit bien que toutes les expérimentations de... Je bannis le terme de transfert de compétences. Une compétence, ça s'acquiert dans tout domaine, en santé comme ailleurs. Ça ne se transfère pas. Je comprends tout à fait que, entre autres, certains leaders syndicaux d'autres professions me disent la délégation, c'est un mot qui nous est pas supportable. Acceptons le principe du partage de compétences et partons du territoire. Ce qu'on voit que dans les territoires, ça fonctionne dans toutes nos organisations. Mais faisons évoluer ensemble les choses. En revanche, allons pas tout déréguler. Je lisais dans le quotidien du pharmacien que dans 72% des communes françaises, il n'y a pas de pharmacien, il n'y a pas de médecin non plus. Il y a ça, le chiffre, quotidien du pharmacien il y a 2 jours. C'est le quotidien du pharmacien il y a 2 jours, je ne peux pas les vérifier. Je ne suis pas convaincu qu'il faille un pharmacien dans chaque commune et qu'il faille un médecin dans chaque commune. Je suis convaincu qu'il faut une organisation de santé dans chaque communauté de communes. Je ne vais pas, moi, dire comme médecin, puisqu'il n'y a plus de pharmacien dans la commune dans laquelle je vis, je vais devenir pro-pharmacien parce que j'utilise tout le temps les mêmes médicaments, parce que dans mon métier, je trouve qu'au contraire, ça mettrait à mal la qualité de nos exercices. Bien sûr que les IPA, nous en avons besoin, qu'on n'en a pas assez, qu'on ne leur confie pas assez de patients. J'en suis intimement convaincu. La CSMF défend ça depuis le premier jour. Bien sûr que ce n'est pas un métier en délégation et que quand un médecin confie à une IPA, et ce n'est pas la délégation, dans son champ de compétences, une maladie chronique stabilisée par exemple, il y a un droit d'adaptation thérapeutique et tout ça, ça se fait en lien. Voilà. En revanche, ce que je trouve dangereux, et d'ailleurs la HAS, et j'ai bien compris son président, c'est difficile de le voir dans le dos, mais derrière moi, a émis quelques inquiétudes sur la loi dont vous parlez. En revanche, si c'est dire on met un accès direct, tout venant, moi, je suis incapable de faire le métier d'une IPA, d'une infirmière, et encore moins d'un pharmacien. Donc, faisons attention à ça. Merci. Emmanuel, vous voulez... Enfin, non, allez-y. Non, c'était pour remplacer le mot délégation. On peut carrément parler d'adressage, comme on peut adresser un patient à un confrère, parce que le champ de compétences est particulier et qu'on ne peut pas le retrouver forcément ailleurs, et on est capable d'adresser un patient, une patiente à un IPA, une IPA. Si je puis me permettre, l'adressage, ça impose un professionnel pour adresser. Et il y a des gens qui n'ont pas de professionnel pour adresser. Donc ça, c'est un vrai frein à l'accès aux soins. Ensuite, je dirais que maintenant, l'accès direct, il est effectif. La loi, elle est passée. On attend les textes d'application.
C'est quand même pas la même chose. Donc ça, je voudrais le dire. Le 19 mai 2023, elle a été votée suite à des débats parlementaires assez nourris. Il y a eu des garde-fous posés par le Sénat. Donc maintenant, avançons dans l'intérêt de la population. C'est le bon professionnel au bon moment, au bon endroit. C'est le triptyque, en fait, et évidemment dans le champ de ses compétences. Mais il faut qu'avec l'ensemble des professions de santé, on soit capable de répondre aux attentes de nos concitoyens. C'est indispensable. D'accord. Mais finalement, donc ça veut dire quand même on a un besoin de population, encore une fois je reprends, des pénuries de professionnels, donc il faut trouver des nouvelles manières d'accompagner les patients et pour autant il faut essayer de trouver quelque chose d'harmonieux qui réponde à ce que vous disiez, au triptyque que vous évoquiez. Mais... Je disais souvent, on est dans une république liberté, égalité, fraternité. Est-ce que l'égalité, elle est sur tout le territoire dans l'accès aux soins? C'est une vraie question, je ne pense pas. Hein. Enfin, en tout cas, les études montrent que non. Donc moi, en républicain, ça m'interpelle quand même. Olivier, sur ces évolutions de besoins de population et une manière d'adapter les métiers et peut-être des conséquences que ça a sur les autres Alors, moi, je vais changer un peu de sujet parce que je pense que dans notre profession d'adapate, on est possesseur d'énormément de données de santé. Et ces données de santé, je vais rejoindre la territorialité. Elles sont relativement cantonnées. Si on veut faire correspondre des données de santé avec des données cliniques, etc., on ne peut pas faire correspondre des données qui sont à Strasbourg avec des données qui sont à Bordeaux. Donc la territorialité est importante. Et ces données de santé, actuellement, on est capable d'avoir des comptes rendus structurés, requêtables, et qui ne demandent qu'à être exploités. Et ça, je crois que c'est un élément fondamental. Mais là aussi, il y a une nécessité de territorialité. Et ce qu'on disait sur la coordination, finalement, par la donnée, on peut peut-être avoir aussi ce besoin de coordination entre les professionnels et que chacun puisse exercer ses compétences à chacun à son niveau. Ok, alors pour parler un peu d'accompagnement, parce qu'on voit qu'il y a ces mutations, on en a évoqué deux, et donc je voudrais un peu prendre le temps de voir comment on accompagne les professionnels, parce que finalement, on voit, il y en a qui ont l'air de passer plus facilement que d'autres, mais ça nécessite quand même un accompagnement des professionnels. Et alors d'abord, vous Charles, le responsable d'entreprise, donc des ressources humaines, c'est votre quotidien finalement d'adapter les personnels. Donc comment on fait pour... On s'y attelle beaucoup. Moi je dirais il y a trois choses. Un premier cadre qui est vraiment la formation. Je pense qu'on a énormément investi dans les formations de masse sur l'intelligence artificielle pour tous nos employés, des formations gratuites et du temps dégagé, ça c'est très important. Après, il y a la familiarisation. On est au début de l'intelligence artificielle, donc au début de l'utilisation. On sait que ça augmente déjà un certain nombre de métiers. Il y en a d'autres, on l'imagine, mais on ne le formalise pas complètement toujours aujourd'hui. Donc ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de mettre à disposition des outils d'IA à large échelle. On a un outil, par exemple, qui s'appelle Plec, un outil avec du big data pour tous nos employés, tous nos collaborateurs. Et il y en a 25 000 en France, 25 000 dans le monde qui ont accès à cet outil. Par exemple, un directeur de site va pouvoir avoir des recommandations de cet outil sur la base de toutes les données disponibles, de comment il va optimiser l'utilisation de la capacité de son site, le service client de réponse aux commandes. Donc ça, c'est des outils qu'on crée au quotidien. Vous allez avoir, on a aussi un partenariat avec Jussi, qui a été mentionné tout à l'heure, pour que nos personnels, nos responsables médicaux aient accès à une digestion de toute l'information médicale disponible et publiée au fil de l'eau. Donc ça, c'est des outils au quotidien qui familiarisent nos employés et qui nous permettent d'aller trouver de nouvelles aires d'amélioration de notre efficience et de développer vraiment la culture de l'intelligence artificielle en entreprise. Et ensuite, le dernier pilier, c'est vraiment d'avoir des centres d'excellence. Alors on a en France, vous savez qu'on est extrêmement présent en France en termes de recherche et de développement, on investit 2,5 milliards par an. Et on a établi en France, à Paris, un centre R&D intelligence artificielle avec 100 personnes à Paris, qui est un centre de référence mondial, qui va être contacté par toutes les équipes R&D du monde de Sanofi quand ils ont besoin d'un conseil, d'une expertise sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite sur le développement de nos médicaments. Donc c'est ces trois axes, formation, familiarisation et centre d'excellence mondiale. Développer des usages aussi et créer une... Voilà. Et donc c'est un peu ce que vous disiez vous aussi, puisque dans l'accompagnement des professionnels qui vont être amenés à utiliser vos solutions, c'est pareil, il y a un aspect de formation, il y a un aspect aussi de, même s'ils sont assez motivés finalement, souvent quand ils viennent vous voir, mais voilà, il y a aussi créer la confiance,
Bien sûr, il y a une sorte d'évangélisation déjà de cette nouvelle technologie et de la façon de l'utiliser. On n'utilise pas l'avis de l'IA comme l'avis d'un confrère expert ou l'avis d'un confrère senior. On ne va pas utiliser l'IA de manière absolue et certaine. Donc il y a forcément un temps d'adaptation et d'apprentissage pour apprendre à utiliser ces nouveaux outils. Donc pour la partie formation avec l'IA. Et puis je voudrais aussi revenir sur le deuxième volet, sur le fait de pouvoir former peut-être des professionnels de santé qui ne sont pas prêts à accepter l'apparition de nouveaux métiers, les IPA, les kinésithérapeutes par rapport aux orthopédistes, les sages-femmes par rapport aux gynécologues, pour pouvoir vraiment faire réaliser à ces personnes-là que l'apparition de ces nouveaux métiers sera un atout majeur pour la santé en France au global, et même pour le quotidien des professionnels de santé qui pourraient ne pas souhaiter voir ces évolutions. Même dans leur quotidien, ça aura un avantage majeur. Question de formation initiale, vous dites ou... Non, je pense après, oui, en formation continue, pour vraiment qu'il y ait des systèmes de collaboration entre, au sein de chaque... Le manipulateur radio aussi pour le radiologue. Enfin bref, on peut le décliner quasiment dans toutes les spécialités. Ouais, déjà. Ok, Olivier, pour l'accompagnement, donc notamment... La réussi finalement. La transformation numérique, c'est un processus complexe et je crois qu'il faut l'aborder dans sa globalité. Alors, effectivement, il y a la formation initiale des médecins qui vont l'utiliser, des techniciens, ça va modifier le workflow, mais il y a des points qui sont extrêmement importants par ailleurs. Et tout d'abord, c'est d'abord la qualité des réseaux de transfert d'images. Moi, j'ai des... On n'a pas la fibre, on est en 4G encore difficilement, et une image d'un iPad, c'est 1 à 2 gigadoptées. Donc ça, ensuite, le coût des scanners, qui sont absolument exorbitants et qui ne sont pas du tout adaptés au développement de ces pratiques. Après, il y a une question d'interopérabilité entre les systèmes de gestion d'images et les systèmes de gestion de laboratoire. Ensuite, il y a une acculturation générale, pas seulement de la NAPAT, de l'ensemble des médecins et des patients, pour comprendre quel peut être, pour eux et pour tous, l'apport de... Et ce n'est pas évident, quand on parle à des médecins, on dit l'IA, oui, non, enfin, on ne sait pas trop, etc. Donc là, il y a ça. Ensuite, il faut aussi des personnalités fortes qui portent des messages. Et quand on entend parler d'IA, on entend souvent, oui, mais le danger pour mes données, etc., etc. Mais on ne parle pas du projet d'avenir. Et je crois que c'est une mauvaise communication. Et enfin, pour terminer, il faut qu'on trouve les moyens d'évaluer au plus vite ces algorithmes d'intelligence artificielle pour trouver des financements pérennes. Dernier point, des financements, il en existe, ils ont été dirigés uniquement vers le secteur public, le secteur hospitalier public, alors que la majorité des diagnostics, notamment de cancer, sont faits dans le secteur privé. Donc là, je pense que là aussi, il y a quelque chose à corriger. Donc Franck, de votre côté, pour l'accompagnement des professionnels dans ces mutations, encore une fois, à la fois technologiques, mais aussi dans l'exercice même du métier. Je vous disais tout à l'heure, je pense que le mot-clé, c'est territoire. Le deuxième mot-clé, ça ne vous surprendra pas dans ma bouche, c'est celui d'entreprise. Et moi, je crois profondément à l'entrepreneur médical. Je pense qu'il faut aller vers la création de communautés hospitalo-libérales de territoire. Je pense qu'il faut se donner le courage de ça. Regardons ce qui se passe ailleurs. Nos confrères américains, il y a moins de 1% d'entre eux qui sont isolés, je parle des médecins, et qui travaillent dans un cabinet isolé. On traverse, on fait quelques dizaines de kilomètres, on passe en Suisse, on fait quelques dizaines de kilomètres plus loin, on va en Allemagne. Un cabinet médical, c'est un médecin, 2-3 infirmières, des IPA, des psychologues, des diététiciennes, et ça ne veut pas dire que le médecin, c'est le chef totipotent. Je pense, quand Guy nous disait tout à l'heure en introduction, regardons les modèles étrangers, et le médecin est à la tête, moi je dis, le médecin, il doit être au centre, pas à la tête, parce que c'est mal vécu, d'accord? Et ce n'est pas de lui, mais c'est indispensable si on veut assurer la qualité et la pertinence. Alors comment on y arrive? On y arrive en accompagnant les professionnels de santé. Et je pense qu'on a des structures qui existent. Je pense aux ARS, je pense aux URPS qui devraient, et je pense que c'est leur rôle principal d'aller identifier territoire par territoire. Peut-être pas au niveau des grandes régions, c'est grand les grandes régions, moi qui suis rémois, je ne sais pas bien ce qui se passe de l'autre côté des Vosges. Et je pense que la réciproque est vraie. Mais revenons, finalement, je ne veux pas refaire la loi sur les territoires, mais à des demandes plus territoriales, de départements ou d'inter-régions. On sait ce qui s'y passe là, on sait où sont les problèmes. Il faut identifier, il faut accompagner. Le modèle clé qu'on porte à bout de bras, c'est celui pour les médecins spécialistes, des équipes de soins spécialisés. Si cette organisation devient finalement le bras armé qui facilite l'accès aux soins de la population, le recours à un médecin spécialiste de second recours
pour le médecin généraliste traitant, pour l'hôpital qui en a besoin, je pense qu'on aura fait un grand pas. Le deuxième point, c'est que regardons demain. Et regardons demain, c'est finalement regarder celles et ceux qui sont aujourd'hui en formation, celles et ceux qui vont rentrer et embrasser les professions de médecins. Et je pense qu'il faut... Je ne suis pas très favorable, je vais peut-être faire polémique, mais je ne suis pas très favorable à la multiplication des CHU. Parce que je crois beaucoup à l'expertise. Et quand on les multiplie, il aurait difficile, service par service, de répondre aux 3 missions d'enseignement, de recherche et de soins. Parce que quand il y a un seul PUPH à la tête de ça, à moins de tomber sur un fou furieux qui travaille et qui dort 2 heures par nuit, c'est compliqué de tout faire, d'accord ? Et c'est compliqué d'avoir les bras. En revanche, aller universitariser les territoires et donner à chacun, libéraux, hospitaliers, de tout secteur, ce rôle-là, je pense qu'on aura assuré cette quête de l'entreprise et je pense qu'on aura assuré cette nécessaire régionalisation dont on nous parle dans tous les domaines. Bon, on n'a pas régionalisé la santé, on a nationalisé l'organisation d'études médicales par un examen classant. Donc je pense qu'il faut oser et qu'il faut aller vers ces thèmes-là. Donc un peu travailler ensemble sur les territoires, c'est aussi une des voies. Manuel, sur le... Pour moi, il y a 2 volets. Il y a le volet effectivement de la formation des professions de santé, notamment, je pensais aux entretiens en simulation, ce qu'ils font là dans les IFPM. Ça peut être aussi l'utilisation de l'IA, parce qu'en fait, même à l'université, dans le master, on nous apprend PICS, qui est une accréditation informatique, mais bon, où l'IA n'est pas présente, où je pense qu'il y a des choses à réformer si on veut s'adapter aux besoins futurs de la société. Et après, il y a un deuxième volet qui sont les professionnels en exercice, qui parfois ont 20-30 ans d'exercice et qu'il faut aussi acculturer à l'IA. Et donc, du coup, faire des formations continues complémentaires. Je pense que c'est les 2 volets les plus importants si on veut développer ces nouvelles technologies qui modifieront nos pratiques à toutes et tous. Et sur le travail ensemble, la coordination, sur le travail ensemble, je rejoins le docteur de Vulder sur, effectivement, il va falloir aussi avoir des départements de recherche en soins primaires, ce qui se fait dans plein d'autres pays, et ce qu'on n'a pas en France, où la recherche est cloisonnée à l'hôpital, d'ailleurs centrée plutôt médicale, alors qu'on a les sciences infirmières, qui est une science au même titre que la physique, la chimie à l'international, et qui peut modifier même la société en profondeur. On va aller explorer l'environnement, la personne, l'environnement au sens large, hein, vraiment pollution environnementale, l'environnement de la personne, santé, maladie. Okay. Donc vraiment beaucoup plus large et bien entendu dans une équipe, jamais tout seul. Parce qu'en fait, à la fois, on voit que ce besoin de travailler ensemble, c'est une aspiration, souvent de ne pas avoir un exercice isolé, et en même temps de travailler avec d'autres professionnels pour mieux collaborer. Dans le bénéfice de la population, parce qu'on aura plusieurs avis, et on est toujours, je pense, plus efficace, plus efficient avec plusieurs avis. Très bien. Karine, pour... Alors, les pharmaciens, en effet, il faut les accompagner dans cette évolution vers le pharmacien augmenté. Même si le pharmacien, j'allais dire, a toujours été un peu en avance sur tout ce qui est technologie, et il s'est toujours approprié ces méthodes et ces techniques peut-être avant-gardistes. Je pense au dossier pharmaceutique, par exemple, qui était mis en place bien avant d'autres outils informatiques. Moi, je dirais en premier, bon, bien sûr la formation, mais j'y reviendrai, mais je dirais en premier rassurer les professionnels de santé sur ce que va apporter l'intelligence artificielle. Ça ne va pas les remplacer, ça va les augmenter. Donc, il y a cette notion de rassurer, mais pour les rassurer, il faut aussi leur garantir une qualité des pratiques, une qualité de la prise en charge des patients. Donc, parce que rassurer sans affirmer ça, par des lois, par des réglementations, par tout un tas de choses, ça ne va pas contribuer à les rassurer. Donc, les rassurer, assurer une qualité des pratiques et, en effet, former, j'allais dire presque dès le plus jeune âge, mais bon, les jeunes générations le font presque intuitivement, ils ont presque ça maintenant dans leur ADN, mais on a besoin d'anticiper mieux en France, je pense, à la fois la formation initiale et la formation continue. Il y a d'autres exemples dans d'autres pays où, en fait, quand des évolutions arrivent en pratique sur le terrain, eh bien, les jeunes les ont déjà acquises en formation initiale. Et on a un problème sur la formation continue, là, pardon, mais je pense qu'on a un vrai sujet, même si, en effet, on cherche à évoluer vers une certification. On a des systèmes qui sont peu lisibles pour les pharmaciens, et je pense pour l'ensemble des professions de santé, avec surtout peu de moyens de financement. Et je pense qu'il faut se donner l'ambition
de former et d'accompagner les professionnels de santé, y compris sur les territoires, peut-être en effet décentraliser la formation et s'adapter mieux au terrain et aux besoins du professionnel. Très bien. Alors, vous avez pas personne à parler, enfin, vous pouvez parler du financement parce que c'est quand même un système, enfin, c'est global, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour accompagner ces mutations, on a parlé un peu de modèle économique dans la table précédente, mais est-ce qu'on a les moyens, est-ce que le système il favorise aussi ces mutations ou est-ce que c'est plutôt un frein? Je ne sais pas qui veut. Le financement, on a tous lu le rapport du Sénat sur la financiarisation. Je ne vais pas mélanger financement et financiarisation. C'est une vérité absolue que le financement est absolument nécessaire. C'est-à-dire, et je ne crois pas que le financement peut venir de la seule poche de l'État, donc finalement de la poche des contribuables, de nos cotisations sociales. On a besoin du financement de tous, simplement. Et relisons le rapport du Sénat d'hier, qui fait des propositions, je pense qu'on peut être nombreux à soutenir. Soyons vigilants pour que les effets pervers de la financiarisation ne viennent pas entacher notre indépendance et la liberté qui est la nôtre sur le système de santé. Alors je vous propose de conclure, parce qu'il nous reste 5 minutes, 24. Donc un mot peut-être sur ce qui vous semble le plus important pour accompagner les mutations et les attentes que vous avez les uns et les autres. Alors moi, c'est une opportunité unique, on n'aura pas deux, hein. C'est une mutation extraordinaire, on a la chance de l'avoir, cette mutation de l'intelligence artificielle et l'accélération qu'il peut y avoir avec et qui peut répondre à nos enjeux. Et mon deuxième message, ce serait vraiment osons. Je pense qu'il faut oser, alors dépasser bien sûr les batailles de clochers, dépasser les lignes qu'on se met dans notre multifeuille organisationnelle, parce que je pense qu'il n'y a pas du tout que l'administration. Vraiment travailler ensemble et aussi osons dans la partie, dans la taille de ce qu'on veut réaliser. Là, j'entends financement, moi je réfléchis investissement. Donc je pense qu'il faut vraiment oser et être sur des tailles très larges parce qu'on peut vraiment avoir un effet énorme de cette innovation. En un mot, En un mot, c'est compliqué, mais les chantiers prioritaires, moi, c'est vraiment l'éthique, la déontologie autour de l'utilisation des données et de la mise en place de tous ces outils pour garantir justement aux patients la sécurité de leur prise en charge. Peut-être aussi quand même un mot sur l'environnement qu'on n'a pas du tout abordé encore jusqu'à aujourd'hui, mais ça va peut-être plus tard. Voilà. Mais je pense qu'il faut prendre conscience de la consommation d'énergie que toute cette technologie amène, qu'on ne peut pas complètement écarter. Alors je suis sûre qu'il y a des moyens, mais il faut le prendre en compte pour nos générations et pour nos enfants. Merci. Oui. Emmanuel. Merci. Je me posais la question des mutations. Quelle serait la nouvelle profession que je souhaiterais voir dans le système de santé? Et pour accompagner les besoins de la population, qui de mieux placé que la personne soignée? Et donc, du coup, j'aurais bien aimé la création d'une profession de patient expert, comme ça se fait au Canada, où, par exemple, il y a un exemple très récent sur un sujet de thèse en sciences infirmières de psychiatrie, où il y avait un patient porteur d'une pathologie psychiatrique dans le jury pour évaluer effectivement les travaux de la Concer. Donc, je trouve ça formidable et développons ça en France pour transformer le système de santé. Très bien. Olivier? Alors, le premier point, c'est effectivement accélérer les possibilités d'évaluation des techniques d'intelligence artificielle. On n'en a pas. Le deuxième point, c'est les data. On est la profession la plus numérisée des professions médicales. On a la possession de data considérables qui ne demandent qu'à être exploitées. Et il me paraît mais totalement inconcevable qu'on soit tenu à l'écart du Ségur du numérique. Et pour moi, c'est une urgence absolue. Il faut qu'on rentre dans le Ségur du numérique. D'accord. Prendre en compte tout le monde, finalement. Parce que, Élie? Moi, ce sera à peu près similaire à ce que vous venez de dire. C'est qu'il faut continuer à oser en France parce qu'on a la possibilité de faire de grandes choses, surtout sur le versant IA. Et pour la seconde partie, c'est d'accueillir le changement plutôt qu'essayer de rester contre en permanence, d'accueillir, d'accompagner les professionnels, tout ça pour le bien du patient. Le petit écueil sera évidemment d'éviter que l'IA, en libérant du temps, ce soit à visée d'optimisation presque capitaliste, et du coup, pour vraiment libérer du temps, pour améliorer le soin et augmenter le temps patient, et pas simplement optimiser toujours les services, le nombre de patients qu'on peut traiter, etc. D'accord. Pas oublier la finalité finalement de pourquoi on est là. Et Franck non, on est en France, et on sait très bien que ce problème touche tout le monde. Charles le disait tout à l'heure, on manque de 30 millions de soignants dans le monde. On nous
cesse de nous dire il y a 3 300 milliards de dettes, on va pouvoir rien faire. Je pense le contraire. Je ne sais pas lequel a copié sur l'autre, mais moi, mon mot que j'avais noté, c'était osons. Osons. Osons inventer la santé de demain. On a une vision trop court-termiste. Il faut le faire avec les jeunes, parce qu'il y en a un autour de la table, 2 peut-être, mais les autres... mais je pense qu'il y en a plus jeune que l'autre. Mais osons, regardons ce qui se fait à l'étranger. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire... Moi, je suis très intéressé par le modèle danois. Je ne suis pas en train de dire que ça doit être copié-collé. Mais osons inventer les choses. Je pense que le modèle danois, il a 2 vertus. À mes yeux, mais mon propos est peut-être incomplet. La première, c'est territoire, mais ça, je ne fais que le rabâcher depuis tout à l'heure. La deuxième, c'est qu'ils avaient, comme nous, il y a 25 ans, un système dont le centre était l'hôpital, public-privé, était l'hôpital. Ils ont inversé les choses en disant, au centre, on met le médecin généraliste traitant et son aréopage, son écosystème, le spécialiste que je suis, le pharmacien, l'IPA, il met tout le monde. Parce que chacun de nos concitoyens, quand il doit rentrer dans le système de santé, où va-t-il en premier lieu? À quelle porte frappe-t-il? Qui trouve-t-il en face? Celle de la profession libérale. Et donc je pense qu'osons avoir une réforme globale. Très bien. Merci beaucoup. Je vais vous presser un tout petit peu. Merci pour ces échanges donc, autour de ces 2 grandes mutations, un peu, hein, le numérique et les besoins des patients, et avec comme mots-clés la confiance, l'audace, la coopération, le développement d'usage. Merci beaucoup. Merci.